Bienvenue au Festival Hypermonde déjà. Bienvenue à cette rencontre avec deux planétologues qui sont assis à côté de moi, que je vais présenter dans un instant. C'est rigolo parce que je vous propose, propose un petit jeu, une sorte de retour dans le passé, dans le temps, d'une sorte de voyage dans l'espace-temps. On va faire pendant une heure un truc qui se passait parfois dans le passé et qui commençait en général par si vous l'avez, c'est bon. Ok, super. Alors on n'a pas le générique, mais on y est presque. Ça va être à peu près le même genre, sauf que c'est plus interactif puisqu'à la fin c'est vous qui allez poser des questions. Du coup, j'ai le plaisir d'accueillir à ce micro deux astrophysiciennes, Emeline Bolmont. Bonjour Emeline. Bonjour. Bonjour, vous êtes astrophysicienne professeure à l'Observatoire de Genève dans l'équipe de Michel Mayor, qui a gagné le prix Nobel 2019 pour la découverte des premières exoplanètes. Alice Le Gall, bonjour. Bonjour. Vous êtes planétologue, maîtresse de conférences à l'université de Versailles-Saint-Quentin et au LATMOS, le laboratoire Atmosphère, Milieu, Observation Spatiale. Vous travaillez toutes les deux de manière différente sur des questions liées à l'habitabilité des planètes, c'est ce qui va être le nœud de notre discussion d'aujourd'hui. Mais avant peut-être de tirer des ponts entre vos deux domaines de recherche, on va parler de vos travaux à l'une et à l'autre. On commence avec vous, Emeline. Vous êtes ce qu'on appelle une modélisatrice. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est que de modéliser? Qu'est-ce que vous modélisez exactement et comment? Oui, avec plaisir. Donc, du coup, moi, mon objet d'étude, c'est les exoplanètes. Donc, c'est les planètes qui orbitent d'autres étoiles que notre Soleil. Donc, c'est souvent très, très loin. Et en fait, je m'intéresse à ces exoplanètes sur deux aspects différents, mais reliés. Donc, le premier, c'est comment les planètes, elles évoluent autour de leurs étoiles. Donc, comment leurs orbites changent avec le temps. Et aussi, j'ai essayé d'étudier la rotation de ces planètes. Et le deuxième point, c'est j'étudie aussi justement cette fameuse habitabilité de ces planètes. Et en fait, qu'est-ce qu'on entend par habitabilité quand on travaille dans les exoplanètes? C'est juste on essaie de déterminer si on peut avoir de l'eau liquide à la surface de ces planètes. Et en fait, comme tout ce qui est climat, atmosphère, ça dépend très fort de la distance de la planète à l'étoile, de la rotation de la planète, on peut lier les deux aspects de cette recherche. Et on essaie de déterminer si certaines des planètes qu'on découvre peuvent potentiellement avoir de l'eau liquide à leur surface. Et puis après, si on trouve avec des modélisations climatiques, par exemple, qui ressemblent très fortement en fait à ce qu'on fait pour la Terre avec le GIEC, par exemple, toutes les projections climatiques qu'on fait pour la Terre, on utilise le même genre de modèle, mais un peu plus simplifié, et qu'on utilise pour les exoplanètes. Et donc, si on trouve qu'une de ces planètes peut potentiellement avoir de l'eau liquide à leur surface, après, l'objectif, c'est d'essayer, avec des télescopes, qu'ils soient au sol ou dans l'espace, d'essayer de déterminer la composition atmosphérique de leur atmosphère, la composition chimique de leur atmosphère, et si elles ont seulement une atmosphère. Et à partir de là, peut-être dans le futur plutôt lointain, peut-être on en parlera plus tard, on espère pouvoir découvrir éventuellement des traces de vie. On ne sait pas encore ce que c'est, ces traces de vie. Des biosignatures. Voilà, on appelle ça souvent des biosignatures. Et donc voilà, je fais de la modélisation des climats, mais aussi des orbites et des rotations. Donc c'est ça mon boulot. On reparlera tout à l'heure de la quête de ce qu'on appelle le smoking gun. Je reste un peu avec vous parce qu'il faut peut-être redonner un peu le b.a.-ba. Aujourd'hui, Michel Mayor, 1995, Pegasus 51b, c'est ça? Ouais, 51 Pegasus B. Ouais. La première exoplanète détectée autour d'une étoile. Aujourd'hui, on en a combien? Alors aujourd'hui, on en a plus de 5000, même plus de 5500, je crois. Donc c'est 5500 validés, plus autant en attente de validation. Voilà, à peu près. Donc il y en a aussi en fait pas mal qui attendent des validations en effet. Et aussi, donc là, ces 5000, c'est celles qu'on a vraiment détectées. Et après, avec ce nombre de planètes qu'on détecte, on peut essayer d'estimer le nombre de planètes qu'il y a dans la Voie lactée, par exemple. Et alors Et en gros, il y en a beaucoup, parce qu'en moyenne, il y a au moins une planète par étoile. Donc, si vous comptez le nombre d'étoiles dans la Voie lactée, je sais pas, c'est plusieurs millions. Qui est entre 100 et 400 millions.
Milliards. Ouais, c'est 200 milliards. 200 milliards, oui, c'est 200 milliards, le dernier justement. Ouais, donc on a vraiment une galaxie avec énormément de planètes, mais c'est vrai que nous, de façon observationnelle, donc que ce soit avec la technique qu'a utilisée Michel dans les années 90, parce que du coup je suis en Suisse, n'est-ce pas? Donc avec cette technique-là, mais aussi une autre technique, on ne peut explorer que notre Voie lactée, le voisinage, quoi. On peut pas aller chercher non plus trop loin. Mais voilà, donc la plus proche planète qu'on ait détectée, c'est autour de Proxima du Centaure. On peut pas faire mieux que ça. Et cette fameuse le problème à 3 corps, c'est ceux qui arrivent dans 400 ans. C'est ça. Ouais, si vous avez vu la série du problème à 3 corps... Vous avez lu les livres de Lee Fuxin, oui, par ailleurs. La série, c'est récent, c'est pour ça que j'en parle. Mais voilà, donc Proxima du Centaure a une planète, elle en a plusieurs, mais elle en a une particulièrement qui s'appelle Proxima b. Et en fait, en faisant des simulations climatiques, comme je vous ai raconté tout à l'heure, on trouve qu'il y a pas mal de paramètres qui sont compatibles avec la présence d'eau liquide. Et c'est en particulier une planète qu'on va essayer on va essayer de caractériser son atmosphère dans les quelques années qui viennent. Donc c'est assez excitant. Trisolaris, c'est celle-là. 400 ans. Racontez-moi un peu, parce que donc, on va pas revenir sur les méthodes de détection des exoplanètes. Si ça vous intéresse, il y a plein d'émissions formidables qui en ont parlé, notamment sur France Culture. Wink. Avec Michel Mayor et Didier Queloz, que j'avais eu la chance et le privilège de recevoir d'ailleurs. Mais moi, ce qui m'intéresse, serait plutôt que vous nous racontiez comment est-ce qu'on arrive à caractériser une atmosphère sur des... Il faut savoir que c'est des tout petits points minuscules, c'est des pixels, vraiment en fonction des méthodes de transit, etc. Bon, on va pas revenir là-dessus, c'est un peu technique. Mais comment est-ce qu'on caractérise une atmosphère? Qu'est-ce que vous voyez en fait? Quel est le niveau d'information auquel on peut avoir accès via les télescopes au sol ou via les télescopes en orbite? Je vais répondre à cette question en donnant peut-être un exemple emblématique et, on va dire, moderne. C'est avec le télescope spatial James Webb. Donc on a ce télescope qui a été envoyé, c'était en 2000... La mise en service 2022. Oui, voilà. Donc ça fait quelques années qu'il est en 2022. Qu'il travaille ce télescope, et il a vraiment révolutionné en fait les études qu'on fait sur les atmosphères des planètes. Et donc là, alors je vais essayer d'expliquer la technique, mais en gros c'est des techniques de spectroscopie. Donc ça veut dire qu'on décompose la lumière dans les couleurs constitutives. Et donc imaginez un joli spectre, donc si vous voyez un arc-en-ciel, et en fait dans cet arc-en-ciel, il y a des couleurs qui vont manquer. Et le fait que vous avez par exemple une ligne bleue qui manque, ça vous dit qu'il y a cette molécule qui est dans l'atmosphère. Donc c'est ça la méthode, la grande méthode, le principe. Et après en fait ce qui se passe, c'est que imaginez que je suis l'étoile et que vous avez une planète qui passe devant comme ça. Et donc vous avez une partie de la lumière qui vient de moi, qui va filtrer à travers l'atmosphère de la planète. Et donc quand on a une planète qui passe devant une étoile, si elle a une atmosphère, on peut détecter le petit signal qui vient de ça. Et donc après, par spectroscopie, on peut dire il y a du CO2. Et donc là, le télescope spatial James Webb a vraiment obtenu des observations, mais d'une qualité remarquable. Alors pour des grosses planètes, parce que c'est les plus faciles à faire, mais ça nous donne pas mal d'espoir pour les plus petites plus tard. Il y a des petites difficultés qu'il faut résoudre avant. On reviendra aussi sur la différence et sur le cheptel des planètes. Mais alors du coup, moi, ce qui m'intéresse aussi, pour poursuivre un peu cette discussion, entre détecter la composition d'une atmosphère et modéliser un climat, comment on passe de l'un à l'autre? Comment est-ce qu'on peut dire, tiens, là on voit du CO2, de l'azote, du soufre et un peu d'oxygène, et à partir de ces données-là, comment est-ce que vous faites pour modéliser possiblement des climats? Alors souvent, on modélise même avant d'avoir la composition atmosphérique, parce qu'on est très fort. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde souvent les atmosphères du système solaire, qui nous donnent un petit peu une idée du type d'atmosphère qu'on pourrait aussi attendre pour ces exoplanètes. Donc on va simuler, souvent on commence assez basique avec une atmosphère type terrestre, on regarde ce que ça donne. Après on se dit, ok, on va faire une atmosphère que de CO2, on va mettre un peu de méthane. Donc on joue un petit peu comme ça avec un cocktail de composition. Et puis on change la pression, on change plein de choses en fait, parce qu'on ne sait rien, globalement. Et donc après, on regarde tout ce qu'on obtient, et puis s'il y a beaucoup
des simulations qui sont intéressantes dans le sens où il y a de l'eau liquide à la surface, et ben cette planète en question devient un bon candidat pour après essayer de détecter une atmosphère et puis peut-être contraindre un petit peu justement la composition chimique. Et donc là après, une fois qu'on a une idée de la composition chimique, on peut retourner au modèle et puis peut-être explorer de façon un petit peu plus fine cette composition par exemple. Mais ça consiste en quoi de modéliser un climat? C'est-à-dire que vous dites, par exemple, à tel endroit dans l'hémisphère nord, il y a des étés un peu trop chauds, c'est humide au nord-nord-ouest. Enfin, comment ça, quelles sont les informations que vous obtenez exactement en modélisant un climat? Alors, comme je parlais au début, un des trucs, c'est est-ce qu'il y a de l'eau liquide en surface? Voilà. Donc, c'est une condition en température et en pression de surface. Après aussi, ce qui peut être intéressant, c'est pour certaines techniques d'observation pour caractériser donc la composition chimique des atmosphères, on peut aussi être intéressé aux nuages, parce que des nuages, ça réfléchit pas mal la lumière. Hein. Si vous pensez à une photo de la Terre vue depuis l'espace, vous voyez bien les nuages, ils sont tout blancs. Et donc là, voilà, la présence de nuages, où est-ce qu'ils sont ces nuages ? Est-ce qu'ils sont principalement du côté jour de la planète ou est-ce qu'ils sont du côté nuit? Tout ça, donc c'est des choses qu'on regarde. Et aussi, en particulier, c'est assez important parce que la plupart des planètes, donc des petites planètes qui sont potentiellement habitables, la majorité, même toutes ces planètes-là actuellement, elles sont autour d'étoiles qui sont moins lumineuses que le Soleil. Et donc elles sont plus proches de leur Soleil pour être à la bonne température, parce qu'une étoile moins lumineuse est aussi plus froide. Et donc pour être à la bonne température, il faut se trouver plus près. Et quand vous avez une planète qui est comme ça, proche d'une étoile, vous allez avoir une rotation bien particulière. Et en fait, cette rotation bien particulière, on la connaît, parce que c'est la rotation de la Lune par rapport à nous. Si vous réfléchissez à la Lune, on voit toujours le même côté de la Lune. Vous êtes d'accord ? Voilà. Et donc, en fait, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez un problème. Il faut consulter ou faire un scanner, un truc. Et du coup, si vous remplacez la Terre par un Soleil et la Lune par une planète, eh ben, vous allez avoir une planète qui aura un côté jour permanent. Vous aurez toujours le même côté de la planète vers le Soleil et un côté nuit permanent. Et donc là, on pense qu'avec ces modèles climatiques, on peut dire que, en fait, si vous avez un océan, par exemple, à la surface de cette planète, eh ben, vous allez avoir un énorme nuage au point substellaire. Donc, ça veut dire quand vous êtes sous le soleil à midi, quoi. Donc, vous avez une énorme couverture de nuages à cet endroit-là. Donc, voilà, on essaie de comprendre aussi, en fait, les climats et les atmosphères dans des conditions très différentes de celles de la Terre. Et ça, en soi, c'est aussi intéressant. Ouais. On évoquera ça après, oui, pour que vous vous rendiez compte, par exemple, un système qui est très étudié, d'ailleurs auquel a participé le camarade Francel 6, c'est la découverte d'un système qui s'appelle TRAPPIST, autour de la même étoile. Il faut savoir que l'ensemble des 7 planètes sur TRAPPIST, c'est une naine rouge, c'est plus petit que le Soleil, les 7 planètes sont dans l'équivalent de l'orbite de Mercure vis-à-vis du Soleil. Donc l'intégralité du système est vraiment très très proche du Soleil. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le moment de passer à Alice, mais... Pas tout à fait encore. Ah, pas encore, parce qu'il y a une super analogie avec TRAPPIST. On en reparlera tout de suite. On en reparle juste après. Non, il y a quelque chose que je voulais vous faire évoquer également aussi, parce que vous ne faites pas que la modélisation, vous êtes co-autrice justement en 2014 du papier qui annonce pour la première fois la découverte d'une exoplanète de taille terrestre dans ce qu'on appelle la zone habitable de son étoile, Kepler 186F. C'est pour commencer à aborder la question de l'habitabilité. Ouais. Ouais, alors en fait, cette découverte de planète, c'était à l'époque, donc c'était la planète la plus petite en taille qui avait été découverte dans la zone habitable de son étoile. Et en fait, pourquoi la taille c'est important? Parce qu'en fait, si on a une... Oups. Bon, il faut pas être trop gros. En plus, voilà. Bon, ça marche. L'analogie se poursuit. Voilà. Donc, si vous avez une planète trop grosse, en fait, elle va avoir tendance à ressembler plus à Neptune. Donc, avec vraiment une atmosphère très, très épaisse. Et là, en surface, c'est un peu plus difficile. Enfin, déjà, c'est quoi la surface, etc. Et donc, en fait, quand on parle d'habitabilité, souvent, on considère ce qu'on appelle des terres ou des super-terres. Donc, les super-terres, c'est des planètes comme la Terre, mais par exemple 2 fois plus grosses. Donc, qui restent quand même principalement rocheuses, avec une atmosphère pas trop épaisse. Donc, il faut vraiment s'imaginer comme la Terre, mais voilà, juste un peu plus gros, quoi. Et donc, en fait, jusqu'à cette découverte de Kepler 186F,
on découvrait des planètes dans la zone habitable qui faisaient plus de 2 fois, en gros, le rayon de la Terre. Et en gros, il y avait cette incertitude. Est-ce que ces planètes ressemblent plus à Neptune, donc sont plus des petites gazeuses, ou est-ce que c'est des super-Terres? Et Kepler 186f, au moment de sa détection, le rayon était estimé à 1,1 fois le rayon de la Terre. Donc c'était vraiment très proche de la taille de la Terre. Et pour une planète aussi petite, eh ben, c'était sûr que c'était une planète rocheuse. Donc c'était la première planète où on peut dire elle est rocheuse dans la zone habitable. Après, l'anecdote, c'est que... On me signale dans l'oreillette que vous avez été en 2014 invité dans une émission de télévision pour parler de ça. Il y a Franck, c'est ça qui vous... Pas du tout. Et que vous avez été... c'est grâce à ma team d'enquête, absolument. Et vous avez été, que vous avez découvert en arrivant sur le plateau que vous étiez en compagnie d'un autre grand scientifique. Un extraterrestre. Un extraterrestre. Grishka Bogdanov. Oui, alors si vous voulez... La science à la télé, c'est les grandes heures de la science télévisuelle. Ouais, quand il m'avait invité, j'étais censée partager le plateau avec André Braic. Deux salles, deux ambiances. C'est parti. Et ouais, donc André Braic, malheureusement, n'a pas pu venir. Et donc voilà. Mais ouais, c'était spécial. Et vous aviez une autre anecdote en tête, je vous ai coupé. Ah oui, alors c'était une anecdote scientifique, celle-là. C'était qu'en fait, donc le système de Kepler 186, il avait été détecté en 2014. Et entre-temps, il y a eu un satellite donc de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Gaia, qui en fait a permis de mieux connaître les étoiles autour desquelles on a trouvé ces planètes. Et donc ils ont revisité les paramètres de l'étoile, et en gros la planète 186F, elle fait pas 1,1 fois le rayon de la Terre, elle fait plus. Et donc en fait voilà, à l'époque on l'avait vendue comme la première petite planète, mais en fait maintenant c'est plus le cas. Donc ça montre aussi comment la science évolue, et puis on raffine comme ça nos connaissances. Et donc voilà, c'était ça, juste ça. Alice Le Gall, on va parler un peu de vos travaux à vous. Alors, vous n'êtes pas modélisatrice, vous êtes instrumentiste. C'est-à-dire que vous travaillez sur l'instrumentation des sondes, c'est plus pratique. Racontez-nous un peu en quoi ça consiste. Alors, oui, mais je fais du modèle quand même. Oui, bien sûr. On est toujours obligé à un moment de confronter les observations modèles, mais c'est vrai que moi, je suis une planétologue qui regarde pas le ciel, mais qui regarde la surface et les sous-sols même. Donc, et en particulier, il y a des surfaces, en fait, si on prend une caméra optique, on les voit pas, parce qu'elles sont cachées derrière une épaisse atmosphère, une opaque atmosphère. C'est le cas de Vénus. Vénus, avec une caméra lambda, et même dans l'infrarouge, on voit rien de la surface. On a cette atmosphère très très dense, et avec ces nuages d'acide sulfurique très très laiteux qui masquent totalement la surface. Et c'est la même chose pour Titan. Qui est un de mes objets préférés dans le système solaire, qui est la plus grosse lune de Saturne et qui est aussi entourée d'une atmosphère. Et donc, pour cartographier les surfaces de ces corps, eh bien, il faut faire appel à des radars imageurs qui sont sur des sondes en orbite. Et donc, moi, mon travail, c'est d'analyser les images de ces radars qui sont des images, mais qui sont pas aussi faciles d'interprétation que des images optiques. Pourquoi ? Parce que on est en fait, une image optique, toute la surface est illuminée. En général, c'est le soleil qui est la source d'illumination. Et on peut avoir des phénomènes d'ombre, mais bon, c'est assez continu comme image. Alors que un radar, c'est un système actif. En fait, l'illumination vient du radar lui-même. Elle ne vient pas de toutes les directions. C'est le radar qui est la source d'illumination. Et la façon dont on observe, on illumine la surface, l'angle en particulier sous lequel on l'illumine, va totalement changer l'aspect de l'image. Donc il y a des effets géométriques qui sont très trompeurs en fait. Parfois, quand on regarde un même endroit, par exemple sur Titan, la région des lacs. Et je ne sais pas si vous savez que sur Titan, il y a des lacs. Alors c'est pas des lacs d'eau liquide parce qu'il fait moins 180 degrés à la surface. On est 10 fois plus loin du Soleil que la Terre. Mais ce sont des lacs liquides avec des hydrocarbures, en particulier du méthane. Donc sur Titan, il y a un cycle du méthane, comme il y a un cycle de l'eau sur la Terre. Et, voilà, il pleut du méthane, ça alimente des rivières, des lacs, etc. Si avec un radar, on regarde ces lacs avec une incidence qui est quasiment verticale, et si quelques mois plus tard, on le regarde avec une incidence plus oblique, on va avoir une image totalement différente, qui pourrait laisser penser d'ailleurs que le lac s'est évaporé.
Et il y a eu des erreurs d'ailleurs, hein, des fois des papiers qui sont un peu emballés. Et c'est purement un effet géométrique. Donc je dirais que avec les images radar, il faut être plus précautionneux, il faut faire plus de tests et tester plusieurs hypothèses avec des modèles. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de modèles pour bien être sûr qu'on n'est pas, c'est pas ce qu'on voit n'est pas un artefact géométrique. Donc ça, c'est les radars imageurs, donc qui ont vraiment, en particulier, révélé les surfaces de Vénus et de Titan. Sans eux, ce serait encore des surfaces quasiment inconnues. Et puis je travaille aussi sur des radars, on en fabrique même dans mon laboratoire, des radars sondeurs. Donc eux, la surface, ils passent à travers, ce qu'ils veulent voir, c'est le sous-sol. Ils veulent voir s'il y a dans le sous-sol des stratigraphies, des structures, des choses enfouies, qui pourrait nous apporter des éléments sur l'histoire géologique. Parce qu'évidemment, plus on regarde profond, et plus on remonte dans le temps. Et donc voilà, c'est l'idée. On ouvre cette troisième dimension qui est la profondeur, hein, on n'a pas juste la surface. Et en ouvrant cette troisième dimension, on ouvre une dimension temporelle qui nous permet de reconstruire l'histoire géologique, de voir si, par exemple, sur Mars, ce qu'on cherche, c'est éventuellement des rivières enfouies, des couches sédimentaires, des dépôts sédimentaires. Depuis combien de temps ils sont là? Est-ce que c'est un bon endroit à terme pour aller chercher peut-être un échantillon qu'on prélèverait pour le ramener sur Terre et puis voir s'il n'y a pas des choses intéressantes de la matière organique, par exemple. Et c'est aussi dans le sous-sol, notamment de Mars, qu'on va chercher de l'eau. Alors, de l'eau sous forme de glace, mais peut-être plus profond, peut-être qu'il y a de l'eau liquide, parce que finalement, c'est toujours un mystère ce qui s'est passé, l'histoire de l'eau sur Mars. On sait qu'il y a 4 milliards, peut-être 3,5 milliards d'années, il y avait de l'eau qui coulait à la surface de Mars. Mars devait avoir une atmosphère, cette eau, tout ça a disparu. Où est-ce que ça a disparu? Et une des hypothèses, c'est que c'est dans le sous-sol. Donc voilà, en fait, il y a plein de choses dans le sous-sol, c'est mystérieux. C'est pas facile d'accès, hein, parce qu'on ne peut pas forer, même sur Terre, c'est très très compliqué. Même sur Terre, alors ailleurs, c'est encore plus compliqué, je crois. Sur Mars, je crois que le record, c'est une dizaine de centimètres, hein, les forages. Il y a des missions qui prévoient d'aller forer jusqu'à 2 mètres, mais ce serait déjà un exploit. Donc on a besoin de radars ou de sismomètres aussi, hein, qui vont aider aussi pour révéler ce qui se cache à l'intérieur. Comme InSight sur Mars. Voilà, InSight, donc c'était un sismomètre. Donc moi je suis pas du tout partie de cette équipe, mais c'est un sismomètre français qui était à bord. Donc le sismomètre, il s'appelle SAIS, mais à bord de la mission InSight qui est finie depuis peut-être 2 ans maintenant. 1 an, oui, 1 an, ça va vite. Et alors, ce que les sismomètres, eux, c'est pas des ondes électromagnétiques. Les radars, c'est des ondes électromagnétiques. Les sismomètres, eux, vont s'intéresser aux ondes mécaniques, acoustiques, qui peuvent être déclenchées, par exemple, par un petit impact ou un glissement de terrain à un endroit de la planète Mars, par exemple, ces ondes se propager dans le sous-sol et être détectées par le sismomètre. Et en analysant la façon dont ces ondes se sont propagées, ont été modifiées, on peut en déduire des choses. Alors, pas seulement sur le sous-sol, même sur la structure interne. De quoi il fait le noyau? Est-ce qu'il est à l'état liquide ou à l'état solide? Est-ce qu'il y a des couches dans ce sous-sol ou peut-être il y a de l'eau liquide? Je ne sais pas si vous avez vu ce papier récent là qui s'appuie justement sur ces données du sismomètre d'InSight pour dire qu'il y aurait une couche liquide sous quelques kilomètres de profondeur sous la surface. Alors le PI, voilà, exactement. Alors c'était pas de l'eau, enfin pour donner, c'était pas des nappes phréatiques non plus. C'est-à-dire que c'est pas des cavernes remplies d'eau, c'était une roche imbibée d'eau et le papier était très critiqué. Le responsable scientifique du sismomètre, qui est français, a donné son avis et il n'est pas d'accord avec cette interprétation. C'est ça. Et alors pour revenir à vos travaux, vous parlez de la surface et du sous-sol, mais vous avez paradoxalement beaucoup travaillé, comme on peut le voir dans le livre qui est là, Les mondes de Saturne, Précis et l'espace 2023, félicitations. Sur Saturne, qui pour le coup n'a pas de surface et pas de sous-sol, enfin, vous allez nous le dire exactement. Alors en fait, moi j'ai pas travaillé du tout sur Saturne. En fait, on est 4 auteurs parce qu'il faut au moins ça pour s'attaquer au système de Saturne. Et donc c'est Sandrine Gerlet dans le livre qui, elle, est une spécialiste de l'atmosphère de Saturne. C'est vraiment une spécialité de travailler sur ces atmosphères de géantes de gazeuses. Moi, je me suis intéressée aux lunes. Donc
Voilà. Notamment. Il faut qu'il y ait une surface, moi. Sinon, il faut que je puisse toucher ou par instrument interposer quelque chose de solide. Sinon, je suis très terre à terre, en fait. Alors, avant de reparler justement de Titan et du programme sur lequel, moi, l'un des deux programmes spatiaux qui m'excite le plus avec JUICE, mais on en reparlera après. Vous avez aussi travaillé quand même sur une première en termes d'exploration spatiale et de collecte d'informations, c'est l'atterrisseur sur la comète Chury, le petit rebond, le ping-pong de Philae qui s'est posé, qui était un demi-succès mais une demi-réussite. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu. Oui, alors effectivement, moi je suis assez dispersée dans le système solaire, mais bon, je reste dans le système solaire, donc effectivement, j'ai été il y a quelques années, maintenant ça fait 10 ans, hein, quasiment, 10 ans, c'était en novembre 2014, l'atterrissage donc de Philae sur la comète Churyumov-Gerasimenko. C'était en novembre 2014. Et, c'était si loin que ça? Oui, mais ça passe très très vite. J'en ai pas dans la méthode scientifique, je faisais la méthode scientifique il y a 10 ans? Non? C'était il y a 10 ans, vous êtes sûr? Mais oui, oh, je suis sûre. Je suis sûre. Et moi, j'enseigne. Et quand je parle de ça à mes étudiants, il y a quelques années, tout le monde connaissait, on parlait que de ça. Le chien de François Hollande s'appelait Philae même. Et aujourd'hui, ils me regardent tous. Non, on n'a jamais entendu parler. Et donc l'ingratitude des jeunes, ouais. Vraiment. Il y a des jeunes dans la salle, non, heureusement. Mais donc c'était la mission Rosetta, c'était une mission européenne et vraiment pionnière puisque c'est la première mission qui s'est donc a mis une sonde, la sonde Rosetta, en orbite autour du non mais je reste concentrée, autour d'une comète qui faisait que disons 5 km de large et qui a déposé effectivement à la surface de cette comète un module d'atterrissage Philae. Moi j'étais responsable d'un tout petit sous-instrument sur Philae qui donc a été déposé. Alors ça s'est pas passé exactement comme prévu, donc après c'était donc en novembre 2014, après une descente d'environ 7 heures en fait, les harpons et les rétrofusées surtout qui devaient fixer l'atterrisseur à la surface de la comète n'ont pas fonctionné. Donc Philae a rebondi. On pense d'ailleurs qu'elle a rebondi au moins 2 fois. Et finalement, c'est figé. Alors, elle aurait pu rebondir et ne jamais revenir. Et il se trouve que... Parce qu'il n'y a quasiment pas de gravité. Il n'y a quasiment pas de gravité. Et nous, donc moi, j'étais à Darmstadt à l'époque pour récolter les données pendant la nuit. Et quand on est allé se coucher très très tard, on est allé se coucher avec l'idée qu'elle était repartie, quoi. Et pendant la nuit, il y a une image de la caméra qui était française de Philae qui a été récupérée et où on voyait effectivement que ça bougeait, quoi. Donc et puis une autre image et là on est à la surface. On est à la surface, mais dans un endroit très isolé, une espèce de cavité à l'ombre en fait de la comète. Donc assez rapidement, on a compris que ça allait être une course contre la montre parce que les panneaux solaires de Philae n'allaient pas pouvoir avoir assez d'énergie pour fonctionner très longtemps. Donc on avait à peu près moins de 3 jours de batterie et puis. Ouais. Juste rappeler à combien de millions de kilomètres on était? Oula. Je ne sais plus. C'était une question super banco, je suis désolé. Si. C'est raté. Non, ouais, au moins. Plus que ça, non? Oui, voilà, oui, c'était loin. Si quelqu'un peut googler, s'il vous plaît. Encore que. Pardon? Combien? Merci. Oui. Non, 510 millions de kilomètres? 500. Ah ouais, ok. 10 millions. Oui, si c'est Google qui le dit, c'est la vérité. Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Mais ensuite, on l'a suivi pendant 2 ans, la sonde. Donc, l'atterrisseur Philae n'a pas survécu au-delà de 3 jours. Mon petit instrument a eu 8 minutes de données. Mais bon, c'est 8 minutes précieuses et on a réussi à en extraire quelque chose. Et la sonde donc, Rosetta a continué à orbiter ce sorte de survol successif jusqu'en 2016. Et il y a une fin de mission absolument magnifique où la sonde Rosetta a été déposée à la surface de la comète pour rester auprès de Philae, enfin
pas tout à côté, et donc on a pu avoir des images très très rapprochées. Magnifique, voilà, ouais. incroyable ces images. Et alors parlons maintenant justement du futur. Vous travaillez sur une mission qui est, bon, je dis pour moi l'une des missions les plus excitantes, avec JUICE, qui est la mission européenne qui doit survoler Europe et passer dans les panaches de vapeur d'eau vraisemblablement autour, et donc savoir si on trouve de la matière organique. Ça, c'est passionnant. L'étape d'après, ce sera le sous-marin qui performe. Bon, ça c'est de la science-fiction. Mais néanmoins, vous allez envoyer un drone à la surface de Titan. Racontez-nous ça. Exactement. Donc, je parlais un peu de Titan tout à l'heure. Donc, Titan, la plus grosse lune de Saturne, c'est aussi le seul satellite du système solaire qui a une atmosphère. Et cette atmosphère, elle est dense. Elle est 4 à 5 fois plus dense que l'atmosphère terrestre. La pression à la surface, c'est 1,5 bar. Mais comme l'atmosphère est plus froide, elle est vraiment plus dense. Et ce qui fait que ouais, ça peut paraître de la science-fiction, mais on peut véritablement faire voler des engins dans l'atmosphère de Titan. Et pas des petits drones, pas comme Ingenuity sur Mars. Ingenuity, vous en avez peut-être entendu parler, c'est 2 kilos. Là, on parle de drones de 800 kilos. Donc c'est une voiture compacte qui va être envoyée sur Titan. Donc c'est la mission Dragonfly. C'est une mission qui a été sélectionnée il y a 5 ans par la NASA. Libellule en français. Voilà, exactement. Ça veut dire libellule. On adore ce nom. Je trouve qu'en français, c'est encore plus joli. Et donc, c'est une mission qui doit partir dans 4 ans, 2028, et qui va arriver fin 2034 à la surface de Titan, qui va se poser à peu près au niveau de l'équateur, dans les champs de dunes de Titan. Et donc ce sera ce gros drone. Donc non seulement il peut voler grâce à la densité forte de l'atmosphère de Titan, mais aussi la gravité est plus faible. Il est 7 fois plus faible sur Titan. Donc tout ça est vraiment très propice à la navigation aérienne. Ce drone va pouvoir... Alors il va pas voler tout le temps parce que c'est quand même assez risqué, et que quand il sera en vol, il naviguera de façon totalement autonome. On ne peut pas le piloter à distance, évidemment. Le temps d'aller-retour du signal, c'est au minimum 1h30. Donc voilà. Et donc il va falloir qu'il se débrouille tout seul. Et comment il va faire ? Il va faire comme déjà des drones font sur Terre. Il va avoir tout un algorithme de reconnaissance d'images, donc plein de caméras déjà, qui regardent dans toutes les directions. Et en temps réel, analyser ces images, aussi un lidar, peut-être un petit radar pour la distance, pour avoir tout le temps la distance au sol. Et en temps réel, voilà, analyser ces images et décider... alors on lui aura dit à peu près où aller, mais décider ensuite s'il peut se poser en toute sécurité à un endroit ou pas. Le moment le plus délicat, ça va être quand même la première descente. Parce que là, on sait où on veut qu'il atterrisse, mais les images à partir desquelles on a choisi le site d'atterrissage, c'est des images qui ont été collectées par le radar de la mission Cassini, donc sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, et qui ont au mieux une résolution de 300 mètres. Donc voilà, on n'a pas du tout les détails de ce qui se passe à une échelle plus petite. Donc pendant cette première descente, au début, quand il va sortir de son bouclier thermique, déployer ses ailes, enfin ses hélices, il en a 8, et il va devoir vraiment décider tout seul. Déjà commencer à voler tout seul et décider tout seul où aller. Donc c'est pour ça que la zone qui a été choisie, c'est des zones de champs de dunes où entre les dunes, il y a ce qu'on appelle des interdunes, des corridors plats qu'on espère dépourvus de cailloux. Et c'est là qu'on voudrait qu'il atterrisse avant ensuite de pouvoir explorer des régions plus lointaines. Vas-y, juste pour dire, l'intérêt d'un drone, au-delà du fait que c'est possible sur Titan, c'est que par rapport à un rover qui avance quand même assez lentement, on l'a vu, la Curiosity sur Mars, ça fait 12 ans, il a parcouru une 30aine de kilomètres. Bon, il va pas vite, mais un rover est quand même assez lent, alors qu'un drone, il peut faire des bonds d'une 12aine de kilomètres et donc avoir un rayon d'exploration beaucoup plus vaste. C'est ça, donc Dragonfly, il va arriver, il va se poser, il va décider un peu tout seul de ce qu'il fait, de ce qu'il parcourt, et puis il va décider finalement de se reproduire, et puis il va fonder une armée, et il va venir se venger. C'est ça ? Alors là c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction. On pourrait, alors peut-être commencer par Titan, et puis moi j'aimerais bien qu'on discute un peu de cette notion d'habitabilité, parce que, croyez-le ou non, Titan est l'un des candidats
à l'existence de formes ou de traces de vie dans le système solaire. Titan, Europe, Ganymède. Encelade plutôt. Encelade plutôt. Encelade, oui. Ganymède, c'est Ganymède, croûte de bien. glace, donc c'est moins bien. Ça fait au moins 3 satellites où on se dit que potentiellement, il peut y avoir des traces de vie. Ça ressemblera à quoi? Parce que moi, on m'a appris pendant longtemps, avant que je fasse la méthode scientifique, mais depuis, je suis mieux informé, que la zone d'habitabilité, c'était une tranche dans un système solaire où il peut y avoir de l'eau liquide, point barre. Là, on est loin en dehors, donc ça veut dire que la notion de zone d'habitabilité, de Goldilocks zone, ça a changé. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi on pourrait trouver de la vie là-bas? Oui, c'est ça. Alors, la notion de zone d'habitabilité, je crois que c'est toujours en gros la zone autour d'une étoile où potentiellement on peut avoir de l'eau liquide à la surface. Voilà. Et donc ça, ouais. Donc cette zone, elle va être plus ou moins large en fonction aussi de l'atmosphère de la planète en question. Là, on parle d'eau liquide dans le sous-sol. Encore une fois, tout se passe dans le sous-sol en fait. Et donc, on est sur, pour le cas de Titan ou d'Europe ou d'Encelade, on est trop loin du Soleil. Bon, alors Titan a une atmosphère, mais pas les autres. On est trop loin pour qu'il y ait de l'eau liquide à la surface. En revanche, dans le sous-sol, la pression, la température augmente et il y a des phénomènes de chauffage avec intérieur. les effets de marée, à cause Voilà, de la les effets de proximité marée. des planètes géantes à côté. Exactement, qui exercent une espèce de massage gravitationnel qui chauffe et qui par friction va chauffer la croûte de glace et permet l'existence d'eau liquide. Et donc cette eau liquide, ces océans enfouis pourraient être habitables, même s'ils sont bien sûr plus difficiles d'accès qu'une surface. Emeline. Oui, donc je voulais peut-être revenir sur cette notion d'eau liquide en surface. Donc, en fait, il faut imaginer que du point de vue des exoplanètes, nous, on se restreint à l'eau liquide en surface parce que, donc, une des hypothèses qu'on fait à se dire, OK, en essayant de chercher ces fameuses biosignatures dans les atmosphères de ces exoplanètes, il nous faut une forme de vie qui soit en surface et qui puisse changer la composition atmosphérique de ces atmosphères. Donc si on imagine une forme de vie sous une couche de glace, c'est beaucoup plus difficile de changer la composition atmosphérique. Et donc nous, pour les exoplanètes, on a notre seule fenêtre, entre guillemets, c'est les atmosphères. Ce sont les atmosphères. Et donc on est limité en fait à la définition traditionnelle de la zone habitable, qui est cette eau liquide en surface. Mais alors justement, en exoplanétologie, vous cherchez donc des signatures, des signatures biologiques. Qu'est-ce que ce serait une signature biologique? Est-ce qu'il est possible d'imaginer une signature biologique incontestable? Parce que c'est ça le problème. Parce qu'on a vu, par exemple, pour Vénus, on a détecté de la phosphine dans la haute atmosphère, et d'un seul coup, il y a des médias qui ont titré « Des traces de vie dans l'atmosphère de Vénus ». Bon, maintenant, parce que la phosphine, donc, c'est un composé qui, sur Terre, est la résultante d'une activité organique. Mais on imagine aujourd'hui qu'il peut y avoir des activités chimiques, donc non organiques, qui produisent de la phosphine dans des mécaniques qu'on ne connaît pas sur Terre. Donc est-ce qu'aujourd'hui, en exoplanétologie, on se dit, si on trouve ça, c'est sûr à 100%, c'est ce qu'on appelle le smoking gun. C'est-à-dire que c'est la preuve irréfutable. Alors, il y a pas, en tout cas, a priori, il ne devrait pas y avoir genre, une molécule qui répond à cette catégorie. Savoir que, effectivement, comme pour l'exemple de la phosphine, par exemple, pour la Terre, l'oxygène, ce serait une biosignature. Parce que c'est avec la photosynthèse que l'oxygène s'est accumulé dans l'atmosphère de la Terre. Et donc, si on tue toute la forme de vie sur Terre, l'oxygène, à terme, va disparaître. Et en fait, on se rend compte que pour les planètes, donc dans des systèmes totalement différents du système solaire, autour d'étoiles totalement différentes que le Soleil, eh bien, on peut avoir aussi de l'oxygène dans l'atmosphère, mais par des processus qui n'ont rien à voir avec la vie. Et en fait, on peut faire cet exercice pour chaque gaz, chaque molécule, et systématiquement, on peut trouver globalement quelque chose qui de manière non reliée au vivant, permet d'avoir cette molécule dans l'atmosphère. Alors après, il y a un petit peu maintenant de gens qui sont en train de travailler sur un peu des signatures
technologique. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Par exemple, les CFC. Vous savez qu'il y a un qui était responsable du trou de la couche d'ozone. C'est la question que je vous pose, les polluants. Voilà. Mais est-ce que notre technologie aujourd'hui, parce qu'on sait que les polluants, nous, on sait les mesurer de l'intérieur, mais ce sont des traces. Voilà. Et elles sont très nocives à très basse quantité. Est-ce qu'on a des instruments de mesure qui permettraient de détecter des polluants à distance dans des exoplanètes? Voilà, donc il y a des gens qui travaillent exactement sur cette question, et donc ils regardent plusieurs gaz qui, comme ça, sont créés vraiment par des processus technologiques, on va dire, et ils regardent si un jour on serait en capacité de les détecter dans les atmosphères d'exoplanètes. Alors bon, là, on est vraiment un peu bloqué, je pense, du côté observationnel, parce que même des gaz, on va dire, conventionnels, genre l'oxygène, c'est déjà un challenge, en fait, de détecter ça. Donc effectivement, d'autres molécules moins et sous forme de traces dans les atmosphères, ce sera encore plus dur. Mais bon, voilà, après, alors après, si on veut, comme vous aimez bien la science-fiction, il y a aussi pas mal, quelques éléments de littérature qui essaient de regarder des structures, par exemple, qu'une civilisation avancée aurait pu construire dans leur système solaire. Vous parlez de la sphère de Dyson? Voilà, Ouais. par exemple, ce genre de choses. La sphère de Dyson, tout le monde sait ce que c'est? La sphère de Dyson, c'est une superstructure extraterrestre qui a été théorisée par un physicien et qui en termes d'évolution des civilisations, une civilisation de niveau 1 collecte l'énergie ça monte au fur et à mesure, puis c'est en termes de capacité de collecter de l'énergie, et la civilisation de plus haut niveau est capable carrément de construire des superstructures autour de l'étoile pour collecter directement, je parle sous votre contrôle, l'énergie de l'étoile, et donc puisqu'on suppose que plus les civilisations avancent, plus le besoin en énergie est important, et donc plus il faut avoir des sources d'énergie à disposition larges et inépuisables, ce qui serait l'oméga, en tout cas pas l'alpha, serait de collecter directement les énergies du Soleil. Ouais. Donc voilà, donc en fait, actuellement, la recherche dans ce domaine, donc il y a des gens qui cherchent des signatures assez simples, donc des cocktails atmosphériques comme par exemple l'oxygène. Mais en fait, là, en ce moment, ce qu'on est en train de penser, c'est que il faut détecter par exemple des mix de gaz. Donc par exemple, si on détecte du CO2 et du méthane en même temps, ou par exemple en fait c'est des gaz qui sont pas censés survivre sur des longues échelles de temps ensemble. Parce que les réactions chimiques vont privilégier l'un par rapport à l'autre. Mais s'il y a un processus de vie qui, de façon continue, remet un de ces gaz dans l'atmosphère, la présence des deux en même temps, ça peut... Mais voilà, on peut toujours essayer de deviner des processus qui permettraient de aussi... faire ça de façon non vivante. Donc, mais voilà, après, donc, comme je disais, il y a aussi cette autre partie de la communauté qui regarde ces signatures un peu plus technologiques. Et puis après, si on va vraiment jusqu'au bout du spectre, il y a aussi SETI. Oui, mais là, ça, c'est une autre table ronde. Et ça, c'est une autre table ronde. Moi, j'aimerais savoir avec vous, Alice, alors donc Dragonfly par exemple, mais JUICE pour parler de ces. Est-ce que on peut ou les retours d'échantillons de Mars, est-ce qu'on peut avoir un smoking gun qui serait lui non pas atmosphérique, mais du coup souterrain? Oui. Est-ce que c'est ça qui risque de tomber en premier? Bon, c'est pareil. Il n'y a pas de biosignature irréfutable. Enfin, c'est plutôt un faisceau d'indices qui permettrait de dire, à moins, évidemment, par exemple, on se balade sur Mars, on voit un chapeau. Bon, là, c'est clair qu'il se passe quelque chose. Mais sinon, on va chercher différents types d'indices. On va chercher, déjà, on va chercher de la matière organique. On va chercher déjà les ingrédients qu'il nous faut pour la vie, du moins la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Donc, bien sûr, d'où l'eau liquide, on en a parlé, mais on va chercher des matières organiques, c'est-à-dire des molécules avec des liaisons carbone-hydrogène, tout simplement parce que la vie sur Terre s'appuie sur des molécules carbonées. On va chercher aussi ce qu'on appelle parfois des signatures énantiométriques. J'ai toujours du mal à dire. Énantiométriques. Tout à fait. Et qu'est-ce que c'est? Ça, c'est très simple. C'est des molécules. Enfin, les molécules en général, elles existent sous différentes configurations, on va dire géométriques, chiralité. Je monte ma main parce que droite ou gauche. Et en fait, on s'est rendu compte que la vie terrestre
eh bien, elle va utiliser, par exemple, des acides aminés qui ont toujours une chiralité gauche et des sucres toujours une chiralité droite, ou l'inverse, Non, c'est ça. tout le temps. Et donc, du coup, si c'est l'inverse ? Peu importe, ouais, je suis d'accord. Quel mépris. C'est pour ça que je ne retiens jamais, mais l'idée, pour les sucres, c'est variable. Non, mais pour les acides aminés, c'est gauche. Ouais, oui, c'est ça. c'est gauche, ouais. J'ai retenu qu'ils étaient de gauche. Et Eux au moins. c'est mon moyen mémotechnique. Et donc si on, donc c'est vrai, et c'est vraiment exclusif, quoi. Donc si on trouve sur un échantillon martien ou un échantillon du sol de Titan, eh bien des molécules organiques qui ont, en particulier des molécules organiques qui ont une chiralité exclusive ou en tout cas une préférence pour une chiralité, bah, ce sera un indice potentiel. Et sur Dragonfly, il y a un instrument qui pourra vraiment mesurer la chiralité des molécules d'échantillons qui seront prélevés sur le sol. Et puis il y a un autre indice, c'est les indices isotopiques. On va donc, alors les isotopes, qu'est-ce que c'est ? C'est facile. On a une molécule, par exemple l'hydrogène, il y a un électron, il y a un proton, et quand on rajoute un neutron en plus, on obtient le deutérium. Donc c'est des molécules qui sont électriquement neutres toutes les deux, mais le deutérium est un peu plus lourd que l'hydrogène. Bon, pareil, vous avez entendu parler du carbone 12, carbone 14, carbone 13, voilà. La vie sur Terre, pour ce qu'on comprend, elle va avoir tendance à utiliser des isotopes légers. Les Américains, ils disent « life is lazy ». Voilà. La vie est paresseuse. La vie est paresseuse. Et donc, si, pareil, sur un échantillon prélevé ou avec un instrument à distance, on détecte une différence, ce qu'on appelle un fractionnement différentiel, c'est-à-dire plus d'un isotope que d'un autre, et en particulier plus d'isotopes légers que d'autres, voilà, ça peut être aussi un indice de biosignature. Le rapport hydrogène-deutérium, typiquement, qu'on cherche. Voilà. Qui est le même sur Mars, si je ne me trompe pas. Oui. C'était la grosse déception. On s'est dit peut-être que sur Mars, ça va être un peu différent, et sur Mars, c'est la même chose. Plutôt, alors, le rapport hydrogène-deutérium, ça nous donne un indice sur l'origine de l'eau sur Terre. Voilà, c'est ça. Et donc, pour l'instant, on ne comprend pas vraiment l'origine de l'eau sur Terre, parce que la Terre a dû naître assez sèche, il faisait chaud, on était près du Soleil, c'était une planète magma, il faisait très chaud, donc elle est née sèche. Et comment l'eau est arrivée sur Terre ? On le continue à penser que c'était les comètes qui avaient apporté cette eau, mais c'est vrai que les mesures, en tout cas qui ont été faites du rapport D sur H, qui ont été faites sur les comètes, notamment la comète 67P Churyumov-Gerasimenko moi je sais le dire, je suis très fière. Donc, on montrait un rapport D sur H qui est 5 fois plus élevé que celui qu'on mesure dans les océans terrestres. Donc, est-ce que c'est un autre type de comète ? Est-ce que les astéroïdes ont participé ? Pour l'instant, c'est vrai que c'est une question. On va prendre des questions, fourbissez vos armes dans quelques instants. Il faut peut-être qu'on pourrait rappeler, Emeline, qu'on a un biais. On a un biais important quand on étudie les exoplanètes, c'est que le système solaire est très atypique. C'est-à-dire qu'on n'attendait pas ça par rapport à ce que vous observez, par rapport aux autres systèmes. Alors, est-ce que ça, c'est un biais d'observation ? C'est-à-dire parce qu'on ne peut voir pour le moment que des systèmes autour de naines rouges, de petites étoiles ou est-ce qu'effectivement, on est un système globalement hors de la moyenne de ce que l'on est capable d'observer aujourd'hui ? Je pense qu'actuellement, on pense qu'effectivement, le système solaire n'est pas la norme, ça c'est sûr. Et une des raisons pour ça, c'est qu'en fait, donc, il y a eu un satellite américain qui a fait beaucoup pour la découverte des planètes, qui s'appelle Kepler. Et en fait, ce satellite a permis de connaître un petit peu mieux la population des planètes. Et on s'est rendu compte que, vous vous souvenez, à un moment, je vous ai parlé de ces planètes qui étaient soit des super-Terres, soit des petites Neptunes. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait 50% des étoiles qui ont ce type de planète. Et ce type de planète, donc super-Terre ou petite Neptune, n'existe pas dans le système solaire. Donc ça veut dire que déjà, on n'est pas on n'est pas dans 50%. Et après, si on rajoute le fait d'avoir une géante gazeuse à la distance de Jupiter, des choses comme ça, on tombe, en termes de probabilité, on tombe assez bas, en fait. D'autant que par ailleurs, et pareil, je parle sous votre contrôle, contrairement à nous, il y a beaucoup de systèmes à double étoile. Exact, ouais. Il
il y a beaucoup de systèmes qui sont exactement donc des systèmes binaires. Donc avec soit une planète qui fait le tour des 2 étoiles, soit une planète qui fait le tour juste de une étoile, avec la deuxième autour. Et aussi, en fait, dans notre galaxie, il y a beaucoup plus de ces petites étoiles dont on parlait tout à l'heure que d'étoiles type solaire. Donc c'est vrai que si on rajoute tout ça, oui, effectivement, le système solaire n'est pas forcément une norme ou quoi. Ouais. Et ma dernière question, avant de prendre des questions de la salle, est-ce que ça signifie, cette atypicité, que de même la vie sur Terre ou l'apparition de la vie sur Terre peut être considérée comme atypique? Est-ce qu'on peut en tirer une conséquence ou est-ce que c'est trop tôt? Et est-ce que ça veut dire que dans d'autres systèmes qui sont radicalement différents du fait de cette différence de composition des systèmes, ça veut dire que nécessairement, s'il y a une forme de vie, elle pourra être différente? Alors moi, je dirais que c'est trop tôt pour la simple raison qu'on n'a aucune idée de comment la vie est apparue sur Terre. Donc en fait, tant qu'on... Au premier jour était le... Non, pardon. Pardon, désolé. J'essaie de m'adapter à l'époque. Pardon. Au nouveau gouvernement, c'est ça. Non. Pas de politique, pas de politique. Donc en fait, tant qu'on ne sait pas exactement comment la vie est apparue sur Terre, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer... de savoir si elle a pu apparaître dans des conditions très différentes ou pas. Donc c'est vrai c'est encore un peu trop tôt, je dirais. Alice ? Ouais, et justement, en fait, je dirais, une mission comme Dragonfly, ce qu'elle va chercher, avant de chercher la vie sur Titan, parce que elle va essayer de comprendre, parce que sur Titan, je ne l'ai pas vraiment dit, mais il y a énormément de matière organique qui est produite dans l'atmosphère par réaction avec les rayons ultraviolets du Soleil et qui se dépose à la surface. Et ce que va essayer de comprendre la mission Dragonfly, c'est déjà, est-ce que cette matière organique, quel est son niveau de complexité, jusqu'à où ça a progressé? Il y a pu avoir à la surface un contact entre cette matière organique et de l'eau liquide éphémère après un impact. En fait, ça fait fondre la croûte et elle va pas se recristalliser immédiatement. On peut avoir plusieurs siècles, plusieurs millénaires donc d'interaction avec de l'eau liquide et de la matière organique avant que tout ne regèle. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Quelles sont les réactions chimiques qui ont pu se produire dans cette eau liquide? Et est-ce que finalement, dans notre Terre primitive, qui était assez froide aussi d'ailleurs, et où il y avait a priori de l'eau liquide et de la matière organique, est-ce que ces mêmes réactions ont pu avoir lieu, parce qu'en fait on a perdu toute trace de cette période où la vie a émergé sur Terre. Donc c'est une des choses qu'on va essayer de chercher sur Titan. Et sur Titan, je l'en ai parlé tout à l'heure, il y a un autre liquide que l'eau liquide, il y a du méthane liquide. Donc il y a toute la question, qui est encore plus compliquée à résoudre, mais est-ce qu'une forme de vie pourrait se développer dans ce liquide-là, qui est très différent de l'eau. L'eau a énormément d'avantages, c'est un solvant, oui, voilà. Mais il y a des gens qui travaillent sur cette question aussi. Donc, mais ça demande encore plus d'imagination, je dirais. Oui. Il faut préciser pour celles et ceux qui ne s'en rendent pas compte que du fait de l'activité tectonique, il n'y a quasiment plus aucune trace géologique. Les plus vieilles roches ont quelques centaines de millions d'années. Pour les plus vieilles, 1,5 milliard, 2 milliards. On trouve des cratons qui ont 3,5 milliards d'années, mais c'est tout petit. Oui, voilà, c'est vraiment très rare. On n'a quasiment plus rien. Ouais. Des questions? Des remarques? Des commentaires? Oui. Là. Bonjour. Est-ce qu'on a détecté des exolunes? Alors, il y a plein de gens qui cherchent des exolunes. Il y a eu des candidats qui ont été proposés, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de vraie confirmation des exolunes. Mais c'est vrai que c'est une recherche, parce que là, ça permettrait un peu d'étendre aussi le possible pour chercher l'habitabilité. Parce que là, on pourrait imaginons qu'on a on détecte une planète comme Jupiter, mais dans la zone habitable. Donc, là où techniquement une planète rocheuse peut avoir de l'eau liquide à sa surface, alors la géante, on s'en fout. Mais si elle a des exolunes, alors là, les exolunes pourraient, elles, être habitables. Donc on pourrait avoir comme ça plus de corps intéressants à étudier. Mais ouais, malheureusement, ça veut dire que c'est un peu dur à détecter des exolunes parce que c'est petit et puis mais les gens cherchent. Ça, il y a une communauté assez active là-dessus. Il y a eu plusieurs publications qui disaient en avoir détecté. Elles ont été un peu
remise en doute, parce que c'est vraiment c'est les pixels. Enfin, il faut se rendre compte qu'on est vraiment sur des niveaux de détection, on est au bout du bout de la résolution de nos appareils. Je me trompe pas. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Et puis des fois, il y a juste d'autres interprétations qui font plus de sens. Et donc, ouais, on n'a pas encore eu de confirmation claire. Pour autant, on est à peu près certain qu'elles existent. C'est-à-dire qu'on ne sait pas les détecter, mais statistiquement... Statistiquement, elles devraient exister, Ouais. tout à fait, ouais. Ouais. Donc c'est juste une question de temps, moi, je pense. Ouais. Oui. Allô. Bonjour. Bonsoir. Euh, Bonjour. Bonsoir, est-ce- c'est pas encore. Est-ce que vous pensez qu'on pourra, je sais pas comment dire, observer directement des exoplanètes de notre vivant? Alors, on peut déjà les observer Mais je veux dire, directement. Alors, avec des un images, télescope. Voilà, par exemple, des images. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ok. Alors, oui, d'accord. Prendre une photo, Oui, mais c'est ça, les images, vraiment de voir une exoplanète comme on Oui, verrait voilà. une photo de la Terre depuis l'espace. Oui, quoi. même de loin, mais. Par exemple, Ouais, Proxima B. Par exemple, Proxima B, c'est 4 années-lumière. Alors, on pourra, enfin, en tout cas, avec tous les instruments du présent proche et futur, il n'y a pas aucun de ces instruments qui permettra vraiment de prendre, entre guillemets, une photo. Mais par exemple, pour Proxima B, on a le Extremely Large Telescope, le ELT, qui est en construction au Chili en ce moment. Bientôt, ils ont posé le dôme et tout. J'avais eu la chance de visiter le chantier quand j'étais parti pour France Culture. Ah, ils ont Et posé là, le ouais, dôme, le dôme ça est y est, posé. Ouais, ça y est. Ouais, cool. Et ils commencent à assembler le miroir à Paranal. Ils sont en train d'assembler le miroir de 86 miroirs. Enfin bref, c'est incroyable. C'est un mastodonte de 40 mètres de diamètre. Et donc, grâce à ce télescope, on pourra observer donc, ce qu'on appelle la lumière réfléchie de Proxima. Donc la lumière réfléchie, ça a l'air technique comme ça, mais en fait, quand vous voyez une photo de la Terre depuis l'espace, vous voyez la Terre en lumière réfléchie, parce que c'est la lumière du Soleil qui... Voilà. Mais alors, si vous voulez, c'est que toute l'information est toujours concentrée en un point, quoi. Et donc, le jour où on aura, je sais pas, 4 pixels pour une exoplanète, on n'y est vraiment pas encore. Hein. Alors ça, il va falloir être très, très, très patient. Juste une petite question. Vous avez parlé de signature de la vie. Il me semblait que le diméthylsulfure tenait la corde sur le sujet. Alors là, on est sur le monsieur est chimiste. Et alors donc, c'est quoi la formule du diméthylsulfure? CH3, SCH3. Merci bien. Alors, À gauche ou à droite? Alors moi, je suis pas chimiste non plus, mais j'ai des collègues qui ont un peu réfléchi à la question. Et en fait, un peu comme toutes ces molécules dont on a réfléchi, enfin dont on a parlé, en fait, il y a des conditions, alors je crois que c'est réductrice dans les atmosphères, dans lesquelles il serait possible de créer cette molécule. Et d'ailleurs, il n'y a pas sur une des planètes, genre dans Jupiter, ou je sais plus trop où il y a du DMS aussi C'est possible. Je sais qu'en tout cas, dans Jupiter et Saturne, il y a de la phosphine. Hein. Il y a plein de phosphine. Donc, Ouais. Mais donc il me semblait, mais en tout cas, apparemment, enfin, il y a des grandes pointures, voilà, sur la Terre primitive et tout, qui étudient, enfin, qui ont un peu regardé ça, et apparemment, on peut aussi pour le DMS trouver une alternative, en fait. Ah oui. C'est l'odeur ça sent le prout, en fait, voilà. Ça sent le chourance. C'est l'odeur de marée. D'accord. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, allez-y. Je me demandais, donc, vous parliez de validation à venir de certaines. Et je me demandais en fait qui valide. Est-ce que, d'un point de vue international, est-ce que tout le monde tire dans le même sens? Est-ce qu'il y a une structure au-dessus? Est-ce qu'il y a des labos partout dans le monde? Ouais, alors c'est une bonne question. Alors en fait, par exemple, souvent ce qui se passe, c'est que je peux vous donner un exemple. Si en ce moment il y a un satellite qui s'appelle TESS, un satellite américain qui détecte des planètes. Donc avec la méthode des transits, donc quand vous avez une planète qui passe devant son étoile comme ça. Et en fait, il y a tout un réseau après de télescopes au sol qui, une fois qu'il y a TESS par exemple qui dit il y a un candidat de transit autour de cette étoile, il y a tout un réseau de télescopes au sol qui vont regarder cette étoile et avec une autre méthode, donc la méthode dite des vitesses radiales qui est celle qu'a utilisée Michel Mayor pour détecter la première exoplanète.
eh ben, ils vont regarder le système avec cette méthode. Et du coup, si avec les deux méthodes, on trouve une planète avec la même, la même, on va dire, ouais, la même orbite, le même temps de révolution autour de l'étoile, eh ben, en gros, on peut confirmer une planète de cette manière. Et donc, c'est souvent plus d'observations ou un autre type d'observation qui permet de confirmer ou d'infirmer la présence de planètes. Et souvent, ça nécessite des suivis, avec des consortiums assez larges, avec plusieurs pays qui participent, plusieurs télescopes un peu partout. Donc c'est vraiment souvent des grosses collaborations internationales qui sont derrière les découvertes d'exoplanètes. Voilà, bon, en tout cas, une seule chose est sûre, c'est que si d'ici 400 ans, on n'a pas trouvé, les trisolariens seront là, donc on aura une preuve directe. Merci beaucoup Alice, merci Emeline, merci à vous d'être venus.